Bien, eh bien écoutez, on pourrait démarrer tout doucement. Il y a déjà eu une première présentation, donc je ne sais pas si vous aviez vu le précédent replay. Donc ici, je vais un petit peu... Non, d'accord, ok. Donc je vais un petit peu expliquer à quoi servent les réflexes archaïques de façon succincte, et je vais surtout illustrer ça par des situations que l'on peut rencontrer dans le quotidien. Est-ce que tout le monde vient à titre personnel ou en tant que thérapeute? C'est un petit peu dans quelle optique? Vous pouvez mettre ça dans le chat, comme ça je vois un petit peu ce qui vous amène ici, et comme ça je peux aussi répondre aux questions. S'il y a des questions, utilisez les conversations, le chat, ce sera plus facile. Comme ça je vois un petit peu de quoi il ressort. Alors, perso et pro, thérapeute. Voilà, tous les deux, parfait. Ok, voilà. Donc Sylvie, thérapeute, Nathalie, même chose, Katia. Oui, no comment. Ça faisait pas partie de tes vœux 2023, Katia? Non? Pas spécialement? Si, tout à fait. Ah, parfait. Je suis ravi. Ah non, cette fois-ci, ça y est, quoi. Ah, c'est bien. Ok, parfait. Alors, je te signale que Katia et Stéphanie, vous habitez tous les deux en Espagne, pas tout à fait près l'une de l'autre, je pense, mais bon, il y a peut-être des joint ventures à faire. Tu es où, Madame. Katia? Moi, je suis à Javea, entre Valence et Alicante. C'est pas tout près, mais il y a moyen. Tu es dans le sud? Tarifa. Ah oui, carrément, oui. Carrément dans le sud, quoi. Voilà, donc, mettez-vous en rapport, hein. Profitez-en, et si Ok, jamais vous vous perdez, voilà, je le ferai. Ok, ça va. bien, donc on va démarrer, hein, c'est plus facile. Donc d'abord, je vous remercie d'être venu m'écouter radoter, ou j'espère peut-être vous donner quelques infos. Donc les réflexes archaïques, je vais peut-être expliquer comment je les ai rencontrés. Bon, d'abord, ça fait partie évidemment des choses qu'on vérifie quasiment dès notre naissance, hein, puisque le pédiatre il nous fait faire des petits exercices en tant que bébé pour voir si on a le réflexe d'agrippement, réflexe de succion, des choses du genre. Donc ce sont des réflexes qu'on développe normalement déjà intra-utérin et après la naissance que nous continuons à développer pendant quelques mois, voire quelques années. Donc ces réflexes, ils ont notamment des intérêts dans le cadre des capacités d'apprentissage. Donc ils vont faciliter l'apprentissage, non seulement des mouvements, mais aussi d'éléments plus cognitifs, hein. Donc au niveau de l'apprentissage vraiment pur, intellectuel. Par exemple, ça peut avoir vraiment un impact direct sur dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, tout ce qu'on appelle TDAH, par exemple. Et les réflexes peuvent avoir un impact direct. Donc, ces réflexes sont importants d'un point de vue physiologique, mais également d'un point de vue plus psy et émotionnel, parce qu'ils vont impacter ou ils vont faciliter ou au contraire ralentir la maturation de certaines de nos capacités et de certains de nos apprentissages. Donc, ce qui veut dire qu'on peut rester immature par rapport à certaines choses. Attendez, hop, il y a Thérèse qui est rentrée, voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important et c'est totalement sous-estimé. Donc, ça ne fait pas tellement longtemps, ça fait une vingtaine d'années, peut-être 25 ans, qu'on s'y intéresse vraiment beaucoup plus. Hein, il y a plusieurs écoles qui existent. Il y a une école française, une école suédoise, une école canadienne, par exemple. Donc, parfois, les exercices sont légèrement différents d'une école à l'autre, mais ils sont intéressants parce que justement, ils peuvent faciliter l'apprentissage. Donc, moi, personnellement, j'ai rencontré ça à travers un patient. Donc, il y a quelques années d'ici, il y a bien presque 10 ans maintenant, je pense, 10-15 ans, donc une dizaine d'années. J'ai des amis qui m'ont référé un couple d'origine américaine, donc USA, avec leur enfant de 11 ans qui avait toujours l'énurésie. Donc, il faisait toujours pipi au lit. Il devait mettre des couches culottes. Ça l'empêchait d'aller en classe verte, en classe d'hiver. Il y avait un seul de ses amis qui était au courant. Donc, il y avait beaucoup de honte, évidemment, beaucoup de culpabilité, etc. Ils avaient tout essayé au niveau médical, mais ils ne trouvaient pas. Donc, il n'y avait pas de problème urologique, il n'y avait rien. Et ils n'arrivaient pas à résoudre ce problème. Donc, j'ai d'abord hésité à prendre ce cas, pas pour l'énurésie, parce qu'en hypnose, c'est une des techniques qui est relativement facile, hein. On apprend à l'inconscient à commander, à imaginer des niveaux, des robinets qu'on ferme, etc. Donc, il y a plein de métaphores possibles en hypnose. Sauf qu'ici, dans ce cas-ci, donc j'ai fait la session, c'était en anglais, donc j'avais hésité
parce que c'était quand même un anglophone, un native. Donc, j'ai quand même fait la session qui a fonctionné au niveau hypnotique. Hein. On a vraiment vu, j'ai vraiment pu voir les retours, le signaling, donc toute une série de gestes ou de gestures qui permettent de vérifier l'état d'hypnose. Effectivement, les éléments plus émotionnels avaient été effacés, mais par contre, l'énurésie n'avait pas été effacée, ce qui était évidemment très interpellant pour moi, puisque en général, cette session fonctionnait particulièrement bien. Donc, je me suis dit, OK, c'est qu'il y a probablement une grille de lecture encore différente que je ne connais pas, que je n'ai pas repéré, et du coup, j'ai cherché. Et comme l'univers est toujours bien fait, assez rapidement, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait Papa, maman, j'y arrive pas, de Marie-Claude Maisonneuve, qui est une Québécoise, et j'ai découvert là-dedans notamment qu'elle parlait des réflexes archaïques, ce que j'ai donc exploré, et j'ai trouvé une solution. En l'occurrence, pour ce réflexe d'énurésie qui est en lien avec le réflexe de succion ou d'avalement, il y avait plusieurs techniques. On peut aller manipuler au niveau du palais. Ça, c'est des gens qui doivent être formés à ça qui vont le faire. Ou alors, il y a des techniques un peu plus longues. Hein, on achète une paille un peu tarabiscotée, un peu tordue, et on reprovoque la difficulté de succion, comme pour le bébé quand il allait, de façon à rendre difficile cette succion. On aligne bien et on fait boire des liquides plus épais pendant quelques semaines, le temps que le réflexe s'intègre correctement. On estime qu'un réflexe peut s'intégrer entre 4 semaines et parfois plusieurs mois. Ça va vraiment dépendre de la régularité de la personne et de ses pratiques. Il faut bien comprendre que ces réflexes, ils ont une chronologie, ils apparaissent à un moment donné, ils disparaissent après un temps X et ils sont censés être intégrés. Normalement, quand ils sont intégrés, c'est bon, sauf que des épisodes traumatiques peuvent désintégrer un trauma. Donc, on peut avoir certains traumas qui réagissent plutôt certains réflexes qui réagissent au trauma et qui vont donc se désactiver, ce qui fait qu'on va devoir aller à nouveau les retravailler pour que ça puisse se réintégrer à nouveau. Donc, au niveau des traumas, personnellement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, OK, d'abord, il y a une grille de lecture que je ne connaissais pas, mais qui a un impact clairement émotionnel, puisque ça peut provoquer des difficultés d'apprentissage, donc ce qui peut donner évidemment des croyances sur une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, etc. Mais également, en termes de trauma, ça peut avoir un impact direct, puisque ça va empêcher la digestion complète d'un trauma, simplement parce que le réflexe étant toujours activé, il génère un stress de fond qui n'est pas liquidé uniquement par le travail conversationnel ou le travail même psychocorporel qu'on pourrait faire, si ce n'est pas dirigé directement sur le réflexe lui-même ou les réflexes qui ont été désintégrés. Donc c'est vraiment important de bien tenir compte de ça. C'est pour ça que j'ai ajouté cette grille de lecture depuis une dizaine d'années dans mon travail et de plus en plus ces dernières années, parce que j'ai observé qu'il y avait effectivement vraiment un gros impact, y compris sur l'attachement, par exemple, hein, les blessures d'attachement. Il y a des réflexes spécifiques à l'attachement, des réflexes spécifiques à l'angoisse de fond, etc. Donc la formation, ben, c'est ce qu'elle va un peu proposer. Elle va proposer les bases un petit peu théoriques et pratiques. Donc il y aura pas mal de pratiques sur des exercices. Et puis le niveau 2, c'est vraiment orienté beaucoup plus sur le trauma pour vraiment pouvoir accompagner, pour ceux que ça intéresse, le trauma de façon la plus complète possible. Parce que sinon, c'est des choses qui vont revenir, tout simplement. Parfois, on a l'impression qu'on a liquidé un trauma, puis ça revient. Soit c'est parce qu'effectivement, on peut avoir des égosthèses, des états du moi qui font qu'on n'a pas atteint la blessure totalement, mais c'est aussi en lien avec des phénomènes physiologiques qui font que le stress de fond réactive les systèmes de défense, qui réactivent du coup les protecteurs et qui font que la blessure, ce qu'on appelle l'exilé en égosthèse, n'est pas résolue correctement, n'est pas réparée correctement. D'accord. Si jamais il y a des notions qui sont un peu trop absconses pour vous, hein, n'hésitez pas à me dire, Yves, temps mort, c'est quoi un exilé? Ou des choses comme ça, d'accord? Je préciserai pour qui le désire. OK? Donc, ce qu'on va faire un petit peu indépendamment de vos questions, je vais passer en revue, par exemple, je vais passer en revue 2 réflexes, mais juste avec des symptômes pour que vous voyez un petit peu à quels symptômes ça peut renvoyer, parce que parfois, on n'y pense pas du tout. Évidemment, il y a des symptômes qui vont un peu se recouper. J'ai pris 2 symptômes en lien notamment avec une angoisse de fond, c'est-à-dire vraiment une insécurité de fond, qui peut être provoquée par les blessures d'attachement, par des événements de vie difficiles, des traumas, et parfois aussi même déjà pendant la gestation, si la gestation a été compliquée, un enfant non désiré ou des conflits entre les parents, futurs parents. Tout ça, ça peut générer du stress de fond. Ça va? Pas de questions pour le moment? Coucou Thérèse aussi. Donc, et Sophie, que j'ai vu quelque part.
Voilà, donc ça va, pas de questions. Ah, voilà, il me semble bien. OK, donc, par exemple, un des deux réflexes qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur, on peut le repérer chez les enfants, mais ça veut dire que chez les adultes aussi, hein, si un enfant n'a pas résolu ce réflexe, s'il n'a pas été intégré, l'adulte va le porter comme ça toute sa vie. Hein. Donc, peut-être juste démarrer par une anecdote que j'ai vécue personnellement. Donc, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Donc, j'étais un enfant maltraité. Donc, quand j'étais ado, j'ai fait 20 heures sport semaine en moyenne. Euh, et à partir de mes 16-17 ans, j'avais en moyenne 10 jours par mois où j'avais vraiment très très mal au dos, entre les omoplates, j'avais vraiment des pointes, les vertèbres se bloquaient, ça bloquait des nerfs. Ce que j'ai montré évidemment aux médecins, aux kinés, qui m'ont tous dit, ah non, tu sais Yves, ça c'est parce qu'à la fois tu es très musclé et très souple, et donc la nuit, ben, les vertèbres jouent un peu aux castagnettes, et quand tu t'étires le matin, enfin plutôt si tu ne t'étires pas le matin en remettant ta colonne vraiment bien allongée, les vertèbres ne se remettent pas correctement, et quand tu bouges, ben, tu écrases, et donc ça fait mal. Donc, j'ai quand même supporté ça 10 jours par mois en moyenne pendant 33 ans. Hein, donc, ça fait un petit bail. Et 33 ans plus tard, je croise un autre de mes camarades de classe, donc un collègue chez qui j'allais faire un soin particulier. J'y allais une fois tous les mois, tous les 2 mois. Et il se faisait que je me suis bloqué le matin même le dos. Donc, quand j'arrive chez lui, je lui dis, tiens, écoute, est-ce que ce serait OK pour toi, parce qu'il était aussi kiné, micro-kiné, etc. Est-ce que ce serait OK pour toi d'étirer ma colonne pour essayer de remettre cette vertèbre en place? Parce que j'ai vraiment mal. Et donc là, il me dit, tiens, mais ça t'arrive souvent? Puis je dis, bah, à peu près 10 jours par mois. Et tout de suite, il me dit, sans rentrer dans les détails, hein, sans me parler encore des réflexes à ce moment-là, il me dit, tiens, mais Yves, tu sais, je parie que tu es incapable de faire du skateboard, parce que je suis assez sportif, que tu te pètes la gueule quand tu essayes de faire de la planche à voile, ce qui est totalement vrai aussi, et que le patin à glace, c'est pas mieux, ce qui est également vrai. Donc je l'ai regardé en disant, mais comment tu sais ça? Alors il me dit, mais parce que ça n'a qu'un réflexe. Le fait d'avoir été bercé comme ceci ou bercé d'avant en arrière, eh bien, si tu n'as pas été bercé d'avant en arrière, ça peut provoquer la non-intégration d'un des réflexes qui va provoquer une difficulté à certains types d'équilibre, effectivement, skateboard, planche à voile ou patin à glace. Impossible pour moi, en tout cas à l'époque, impossible pour moi d'en faire. Je n'y arrivais pas, hein, je tombais directement. Donc, il m'a montré un exercice à faire à ce moment-là, ce que j'ai fait. Il m'a fallu 45 minutes avant de réussir à faire l'exercice. Je n'y arrivais absolument pas. J'ai l'impression que j'étais un morceau de bois collé au sol. Après 45 minutes, j'y suis enfin arrivé. La douleur est partie quasi instantanément. Et il m'a demandé de refaire cet exercice pendant 3 semaines, un mois. Ce que j'ai fait, ça n'est jamais revenu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un impact, par exemple, par rapport à un réflexe. Donc, il peut y avoir parfois des choses un peu particulières. Ce qui fait que personnellement, j'en vois presque systématiquement tous mes patients dès qu'on touche à des traumas et qu'il y a des problèmes de contrôle, etc., des choses que je vais vous lire maintenant, eh bien, j'invite mon patient vraiment à aller faire ce test. C'est-à-dire, on fait une sorte de test général qui est une sorte de reset du système. On vérifie les réflexes qui sont intégrés ou pas, ce qui donne certains exercices à faire, quelques minutes par jour, et qui permet vraiment de soulager la vie, mais dans plein d'aspects différents. Ça va du physiologique au psychologique, à l'émotionnel. Il y a vraiment des choses énormes. Ce matin, je donnais un cours à une élève qui fait une formation particulière avec moi, et elle expliquait qu'elle avait vraiment des grosses difficultés, que sa fille, par exemple, explosait assez vite. Ça, c'est l'attachement désorganisé, par exemple, hein, c'est le côté un peu volcanique, mais qu'elle était complètement désorganisée, qu'elle vivait la nuit, pas le jour, que quand elle demande un truc, il faut que ça aille vite. Donc, il y a un énervement de fond qui est tout le temps là, des difficultés relationnelles. Ça, c'est un réflexe qu'on appelle le RPP, par exemple, le réflexe de paralysie par la peur. Et donc, rien qu'en nommant ça, j'ai repéré déjà 4-5 éléments qui étaient repris de ce réflexe. J'ai dit, écoute, ça vaudrait la peine d'aller faire tester le réflexe à ta fille, qui a 22 ans maintenant, parce que simplement, si ce n'est pas intégré, ça provoque ces difficultés comportementales et ça va impacter évidemment son existence au quotidien. D'accord ? Je ne sais pas te dire combien on a de réflexes au total, il y en a quelques dizaines au total. Moi, je n'ai pas fait toute la formation, hein, donc je me suis intéressé à l'outil. En gros, j'ai été un peu fainéant, j'ai envoyé quelqu'un faire toute la formation pour que j'ai quelqu'un de référence. Et puis, bon, je m'intéresse évidemment à la littérature, mais je ne les connais pas tous par cœur parce que c'est une formation qui est très très longue. Ici, on vous donne vraiment des bases et puis un deuxième module orienté plus sur les traumas pour que vous puissiez vraiment déjà au moins vous débrouiller, mais efficacement.
Et éventuellement, si vous voyez que ce n'est pas suffisant, alors on réfère vers quelqu'un de formé, un praticien certifié, c'est mieux. La formation est assez longue, hein, je pense que c'est 25 à 30 jours de formation au total, donc c'est quand même beaucoup de modules de 5 jours. Et après, encore la certification. Ici, ce qu'on vous donne, c'est juste une initiation et un module orienté trauma, parce que voilà, c'est ça qui nous intéressait. Et dans l'initiation, évidemment, il y a toute une série de réflexes de base qui sont vraiment très importants. Et c'est ceux-là qu'on va voir notamment pendant ce module. Donc, exemple de situations plus émotionnelles ou de comportementales qui sont en lien avec des réflexes. Si par exemple on est très sensible au stress, on fige, on peut même avoir la sensation d'être paralysé, être timide à l'excès, donc vraiment maladif, craintif, inconsolable aussi parfois. Donc ça c'est quand les enfants rentrent de l'école, hein, où il y a une émotion, puis on n'arrive pas à les calmer, d'accord. euh, Profonde insécurité, profonde anxiété, peut faire des crises de panique à certains moments, une peur excessive de l'échec, des séparations ou d'être embarrassé. Le fait d'être embarrassé, par exemple, c'est quelque chose que moi je vivais très fort quand j'étais enfant et ado. C'était insupportable. Un autre réflexe, par exemple, ça pourrait être aussi tout ce qui est étiquette, les étiquettes qui sont insupportables, certaines matières sur la peau qui sont insupportables, un toucher léger aussi qui peut nous rendre complètement hystériques. Hein, ça peut vraiment nous créer une panique ou vraiment un désagrément énorme. C'est encore un réflexe, par exemple. Avoir une peur excessive de l'échec, je l'ai dit, manquer d'initiative, on n'essaye pas de nouvelles activités, hein, on est figé. On va chercher à éviter. Vous repérerez aussi que certaines des choses que je vais nommer, on les retrouve évidemment chez les hypersensibles et on les retrouve aussi chez, par exemple, les HP, hein, les hauts potentiels. Donc, il y a souvent des choses à les vérifier parce que, par exemple, chez les HP, ils ont souvent un peu bypassé certaines étapes de la progression. Hein. Exemple, ils ont un peu bypassé le ramping ou le 4 pattes, etc., pour aller un peu plus vite debout. Par exemple, c'est mon cas. Moi, à 9 mois, je marchais. Si moi, je m'évadais du parc, hop là, donc je me crapahutais, etc. Et donc, il y a des étapes que je n'ai évidemment pas intégrées, ce qui a provoqué, par exemple, des débuts de dyslexie ou dyscalculie qui ont été traités à l'époque par le logopède, mais qui maintenant, on sait que c'est souvent en lien avec les réflexes archaïques. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de logopèdes se forment maintenant aux réflexes ou commencent à se former, parce qu'il y a vraiment un lien direct. Donc, si je continue à lire le réflexe qu'on aborde aujourd'hui, qui est donc le réflexe de la paralysie par la peur, on a peur d'être en groupe, on peut s'isoler, hein, parce que voilà, l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. Donc là, on peut retrouver aussi certains éléments de l'attachement détaché évitant, par exemple. Hein. Je rappelle, dans les blessures d'attachement, il y a l'anxieux, qui est très fusionnel, le détaché évitant. Hein. On a le désorganisé qui est faux, calme et puis qui explose sans que ça soit très logique. Et puis on a évidemment les ambivalents qui reprennent un peu de tout ça en fonction des parents qu'on a eus ou des donneurs de soins. Mais donc ici, on retrouve, hein, donc, la peur d'être en groupe s'isole les autres. C'est typique de l'attachement détaché évitant, par exemple. Réagit au changement avec rigidité et contrôle, parce que ce n'est pas du tout rassurant. Peut avoir de la difficulté à regarder dans les yeux. Si vous voyez des gens, des personnes, des enfants qui ont du mal, c'est un signe aussi que l'on peut repérer. Peut se replier sur lui, être dans sa bulle, manquer de réaction, peut paraître invisible, hein, donc vraiment se met complètement en retrait. Tout ça, c'est toujours en lien avec le réflexe de paralysie par la peur. Peut faire du mutisme sélectif. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais moi, j'ai déjà eu des enfants qui faisaient du mutisme sélectif avec certains adultes ou avec tous les adultes ou avec certaines personnes, etc. Donc, ça peut être en lien avec ce réflexe de paralysie par la peur. Peut avoir l'air déconnecté, parfois même des traits autistiques. Donc, c'est tellement ça les angoisse. Trouble du sommeil, avec terreur nocturne, cauchemar, réveil fréquent, par exemple. Toujours ce besoin de sécurité, hein, ou de sécuriser. Peut avoir des difficultés à aimer les câlins ou à être touché, surtout si ce toucher est léger, hein, notamment, parce que c'est vraiment très insupportable pour son système. Hypersensible au niveau sensoriel, donc tous les sens, est hypersensible, réagit. Le bruit, c'est très fort, la lumière, les odeurs, etc. Vous connaissez certainement des personnes autour de vous qui ont ce type d'hypersensibilité. C'est probablement le réflexe de paralysie par la peur qui n'est pas intégré correctement. Manque de maturité émotionnelle et relationnelle, donc c'est compliqué, les relations. Et évidemment, tout ça peut déboucher aussi sur une faible estime de soi, un manque de confiance en soi. Donc on voit, hein, c'est vraiment un profil assez large, mais
on ne doit pas avoir tous les critères que je vous ai nommés, mais si on en a quelques-uns, ben, ça montre qu'il y a en tout cas un testing certainement à faire pour vérifier l'intégration de ce système. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Évidemment, si on a vécu, il y a Stéphanie qui dit 80, je crois, ok, possible, merci Stéphanie. Donc, si on a vécu évidemment des épisodes un peu traumatiques, on peut évidemment avoir plusieurs paramètres qui vont faire que les réflexes ne s'intègrent pas, et ce qui va venir accentuer la difficulté à digérer un trauma, par exemple, ou à se calmer, ou à s'autonomiser, par exemple. Hein, donc, ça peut créer toutes ces difficultés. D'accord? Ça pour tout le monde? Pas de questions spéciales? Non. Alors, un deuxième réflexe aussi que je voulais juste aborder légèrement aujourd'hui, mais en termes de comment je vais me comporter s'il est mal intégré ou non intégré. Par exemple, le réflexe de Moreau, vous voyez, c'est le réflexe où on fait comme ça quand il y a un bruit, on voit souvent les bébés qui réagissent, ou même les animaux, les petits chats, les petits chiens, qui ont une réaction comme ça assez forte. Eh bien, ce réflexe de Moreau, c'est un des deux réflexes. Il y a plusieurs réflexes qui sont vraiment en lien avec les angoisses de fond ou une anxiété de fond. Ah, excusez-moi, s'il y a un bruit spécial, ne vous étonnez pas. C'est un appareil, j'ai un tensiomètre là, qui mesure pendant 24 heures ma tension, et donc là, il est en train de me gonfler le bras. Donc en gros, le réflexe de Moreau, il est très important parce que c'est un des réflexes de sécurité de base de l'être humain. Parce qu'à la base, effectivement, l'enfant, il n'a pas 50 000 moyens de se défendre, hein, le bébé. C'est en faisant un mouvement pour essayer d'effrayer l'ennemi potentiel. Donc, quand le réflexe n'est pas intégré correctement parce qu'il n'y a pas eu assez de sécurité émotionnelle et affective dans les premières années, ce réflexe peut générer toute une série de comportements. Exemple, une des façons de le tester, par exemple, c'est on vous met les pieds joints, les bras le long du corps, et on vous demande de vous laisser tomber en arrière comme une planche. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont incapables de le faire ou qui vont lancer les bras en avant ou lancer une jambe en avant pour essayer de se récupérer. Ils ont vraiment de grosses difficultés à se laisser aller. On peut aussi tendre le bras en avant quand on fait l'exercice et on voit les bras qui se lèvent tout de suite. Par exemple, il y a une quinzaine d'années à peu près, c'était avant de faire tous ces réflexes, je suis allé faire du canyoning avec un ami au Pays Basque. Et au départ, on devait faire des tout petits trous d'eau, sauter de 3-4 mètres, sauf que le tout premier trou, c'était 14 mètres de haut, ce qui a changé un peu la donne. Et quand je suis tombé, quand mes pieds ont touché l'eau, mes bras instantanément sont montés, ce qui évidemment a donné des beaux plats sous mes bras. Quand on tombe de 14 mètres, je peux dire que ça fait une bonne gifle. Et donc, ça a été comme ça tout le week-end, tout systématiquement. Quand mes orteils touchaient l'eau, les bras se levaient, et pam, je me ramassais un plat sous les bras. Donc, ce qui faisait hurler de rire, évidemment, mes potes, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est vraiment le réflexe qui n'était pas intégré, qui provoquait une réaction instantanée de mon corps. D'accord ? Donc, le réflexe de Moreau, à quoi peut-on le repérer d'un point de vue plus comportemental? Par exemple, de nouveau, anxiété, on peut réagir intensément au stress, au changement. Donc, vous verrez qu'il y a des choses assez communes avec le premier, le réflexe de paralysie par la peur. On peut avoir tendance à être aux aguets, hyper vigilant sur le qui-vive, donc tout le temps en train de vérifier ce qui se passe aux alentours. Peut parfois être en colère, opposant, rigide, donc contrôlant, faire des crises, des explosions émotionnelles. Alors, je rappelle aussi que c'est normal, enfin, ça c'est pour les enfants, mais c'est normal, je rappelle que le cerveau émotionnel est en maturité aux alentours de 25 ans, c'est logique, mais on va observer des explosions beaucoup plus importantes que d'autres enfants s'il n'est pas intégré, parce que, en gros, il n'arrive vraiment pas à digérer les émotions, et donc, il y a besoin d'un exutoire. Parfois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'école, on va dire, mais l'enfant se comporte super bien à l'école, mais c'est à la maison qu'il a ces comportements. Et donc ça, à nouveau, il faut comprendre que c'est logique, parce que souvent à l'école, comme il y a un cadre différent, parfois l'enfant s'impose de retenir, de ne pas avoir ce type de comportement, parce qu'il a peur de se faire engueuler par la maîtresse ou le maître, ou il a peur de ne plus être aimé par ses copains. Et donc, du coup, évidemment, il se réserve pour la maison, parce que là, normalement, il sait qu'il est aimé, et donc il s'autorise plus de choses avec les personnes de confiance que sont les parents, normalement. Je parle bien, évidemment, d'une famille qui est fonctionnelle, pas d'une famille dysfonctionnelle qui ne laisserait pas faire. Mais donc, du coup, c'est parfois aussi pour ça que l'enfant, du coup, se laisse exploser plus facilement avec nous. C'est un signe de confiance également, d'accord? Donc, évidemment, il faut poser un cadre bienveillant, mais ça peut être aussi un signe de confiance que l'on peut accueillir de cette façon-là. Donc, manque de confiance en lui, en ses possibilités, manque de flexibilité, peut manipuler, contrôler, même dominer, pour justement être sûr et certain qu'on reste
dans sa sphère, peut avoir des cycles d'hyperactivité suivis d'une fatigue, d'une très grande fatigue, hein, comme une forme de surmenage. Hein. Donc, c'est vraiment voilà, des cycles d'hyperactivité. Donc là, par exemple, ça peut être confondu avec une forme de trouble de l'attention, de l'hyperactivité, hein, parce qu'il y a des cycles comme ça, et puis effondrement. Ce n'est pas la réalité, hein, et ce n'est pas non plus de la bipolarité. Je rappelle que hein, donc les maladies mentales normalement se déclenchent beaucoup plus tard. Hein, c'est rare qu'elles se déclenchent jeunes. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas cataloguer directement ou trop vite l'enfant. Donc, parfois, c'est trop tôt. Hein. Donc, évidemment, il suffit d'en parler avec le pédiatre ou le psychiatre, le pédopsychiatre, pardon, et comme ça, on peut vérifier ce qui se passe exactement. On peut avoir des difficultés de concentration, on peut devenir vite surchargé. À nouveau, hein, ça pourrait être confondu avec du TDAH. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on traite ce type de troubles, très souvent, ceux qu'on a diagnostiqués TDAH se révèlent ne pas être vraiment des TDAH, ou alors ça ne se répare assez facilement. Donc, avant de basculer vers la médication, faites d'abord tester les réflexes. Ça vaut la peine plutôt que de passer sous en fait les enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin, hein, mais faites aussi les réflexes. L'enfant peut aussi revenir, si c'est l'enfant, revenir complètement épuisé de l'école ou du boulot. Hein. Donc, on rentre du travail, on est complètement épuisé. On devient vite surchargé, on a besoin de se reposer. On peut aussi avoir des peurs de prendre des risques pour apprendre des choses nouvelles. Donc, on peut développer une tendance à rester dans un cadre que l'on connaît et avoir des difficultés à aller vers l'extérieur pour les mêmes raisons, à nouveau, d'insécurité de fond. Peut manquer donc de concentration, être facilement distrait aussi. À nouveau, on voit bien que c'est un critère qu'on retrouve dans les TDAH, par exemple. Peut avoir tendance à abandonner les tâches difficiles, hein, donc manque de persévérance. Là, on retrouve aussi des points communs avec l'hypersensible ou, par exemple, certains HP. On peut avoir des HP qui vont se saboter, par exemple, de peur d'être mis en difficulté. Comme ils ont une certaine facilité d'apprentissage, à un moment donné, pour, on va dire, aller vers plus d'excellence ou plus de maîtrise de son outil ou de son sport. Parfois, ça demande de faire effectivement des efforts. Et donc, parfois, les enfants vont s'auto-saboter de peur d'être critiqués. Ils préfèrent s'auto-saboter eux-mêmes que de recevoir une critique extérieure qui leur disent qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils sont nuls, etc. Donc, on retrouve des points communs, des passerelles entre ces différentes approches. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ce type de grille de lecture, se dire, tiens, un moment, est-ce que ça ne pourrait pas aussi être un lien, une relation avec les réflexes archaïques? Et donc, on va les faire visiter au moins une session, 2 sessions pour aller voir un peu ce qui se passe dans le système. La personne peut aussi avoir un réflexe immunitaire, un système immunitaire faible, et donc être plus sujet aux allergies, aux infections, aux défis respiratoires, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui est plus fragile. Alors, c'est logique parce que ça veut dire qu'il y a un stress de fond qui est plus élevé. Je rappelle que le mécanisme, notamment en lien entre le système immunitaire et le stress, c'est que pour répondre à ce qui est estimé être un signal d'urgence, donc quand il y a une montée de stress ou un stress de fond qui est là tout le temps, le corps doit sécréter du cortisol pour répondre à l'urgence et nous donner les moyens de la survie. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si le cortisol augmente, c'est simplement, ou l'adrénaline, la noradrénaline, c'est pour augmenter la capacité de battement cardiaque, de l'augmentation, l'accélération de la respiration, pour pouvoir amener plus rapidement de l'oxygène aux muscles, pour pouvoir répondre au réflexe de survie qui va se traduire par j'attaque, hein, fight, je fuis, flight, ou je combats, ou je fais le mort, je me fige, freeze. Donc c'est fight, flight, freeze. Donc forcément, si on a du cortisol trop élevé de fond, le système immunitaire sera forcément moins fonctionnel. Je rappelle qu'une étude qui avait été faite il y a déjà maintenant une bonne vingtaine d'années sur 700 couples par la Kaiser Institute en Californie, donc c'est un ensemble de 16 polycliniques. Ils avaient étudié 700 couples qui s'engueulaient, ce qui n'arrive évidemment jamais, mais au cas où ça arriverait, donc les membres du couple s'engueulaient, et ils ont mesuré que le système immunitaire pouvait perdre jusqu'à 40% de son fonctionnement, donc fonctionner qu'à 60%, et il fallait 4 à 6 heures pour qu'il récupère son niveau de 100%. Donc pendant ce temps-là, évidemment, on est beaucoup plus fragile et susceptible de choper des crasses et évidemment de ne pas s'en débarrasser comme on aurait dû le faire. D'accord ? Donc, système immunitaire faible, pensez aussi réflexe,
stress, et évidemment, on va essayer de diminuer les deux et de booster, plutôt d'intégrer le réflexe, mais en même temps diminuer les angoisses de fond ou le stress de fond. Donc, si vous avez des gens qui sont stressés, hein, une des grilles de lecture à aller vérifier, c'est également les réflexes archaïques, indépendamment de la capacité à gérer le stress. OK. On peut avoir aussi des personnes, on va les repérer aussi avec des personnes qui vont réagir très fortement de nouveau aux différents sens, hein, la lumière, les odeurs, le son, le toucher, comme s'il était vraiment agressé. C'est cette hypersensibilité qu'on a déjà vue dans le précédent réflexe, hein, de peur, de paralysie par la peur. On peut aussi avoir des difficultés vestibulaires, mal de transport, mal de voyage, mal de voiture, mal de plongée, etc. Je rappelle que là, il existe plusieurs choses, hein. Donc, dans les points d'acupression, on peut faire mètre cœur 6, donc on prend le milieu du pli du poignet, 3 doigts à la verticale, mètre cœur 7, c'est au milieu du pli, mètre cœur 6, c'est donc 3 doigts en dessous, et on peut stimuler comme ceci doucement. Ça va calmer les nausées, hein, toutes les formes de nausées, pour les femmes enceintes notamment. Mais il existe également des petits bracelets avec une boule, hein, qu'on retrouve dans les magasins de plongée, qui peuvent servir à stimuler le point. Il y a 10-15 ans d'ici, lors d'une croisière dauphin qu'on avait co-organisée, il y avait une maman qui avait accompagné son enfant parce qu'elle voulait, on avait fait plusieurs croisières, mais on avait fait une avec les enfants. Et elle voulait faire ça comme cadeau à son enfant, mais elle avait le syndrome de Ménière, donc elle avait des pertes d'équilibre, des nausées tout le temps. Donc sur un bateau, ça a été évidemment un peu l'enfer. Donc je lui avais montré le point, ce qui la soulageait, mais dès qu'elle lâchait le point, les nausées revenaient. Donc j'avais heureusement acheté un de ces bracelets quand j'avais acheté de l'équipement de plongée. Et du coup, je lui ai offert ce bracelet pour qu'elle puisse le porter, ce qui lui a permis de ne pas avoir des nausées en permanence sur le bateau. Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est évidemment travailler sur le réflexe lui-même pour l'intégrer. Et c'est notamment un réflexe qui peut ne pas avoir été intégré parce qu'on a bypassé le 4 pattes. Et donc, il y a vraiment des exercices spécifiques qui vont permettre de redéclencher l'intégration du réflexe jusqu'au moment où le réflexe est intégré et les symptômes auront forcément disparu en lien avec cela. D'accord ? Et également, dernier élément, on peut aussi avoir une insécurité émotionnelle, avoir des défis à s'entendre avec ses pairs, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y a une angoisse de fond, une insécurité de fond, et donc ça veut dire aussi qu'il y a une défiance, une méfiance, hein. Je vais être hyper vigilant, etc. Donc, on va repérer ça dans le caractère, on va dire les mécanismes de défense que l'enfant et l'adulte auront pu mettre en place, parce que ce réflexe n'est pas intégré correctement. D'accord ? Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Donc, c'était juste vous en montrer deux, mais effectivement, il y en a quelques dizaines, hein. Donc, pendant la formation, vous verrez les principaux, ceux qui nous impactent le plus. Et puis, dans le module 2, ce sera vraiment ceux orientés sur les traumas qu'il faut absolument intégrer ou checker et comment on les intègre, comment on les vérifie, comment on les intègre, quels sont les exercices à faire et comment on mesure tout ça. Donc, si vous participez à la formation qui aura lieu, je pense, mi-février, je crois que c'est le 17-18 février, la première, eh bien, vous aurez plein de pratiques, hein. On va beaucoup pratiquer justement pour que vous puissiez ressentir sur vous-même ce qui se passe, mais également vous puissiez le faire avec les partenaires, les personnes qui vont participer à la formation. Donc, ça sera très pratico-pratique. Yves, j'avais une question. Oui. D'un point de vue d'une lecture un peu neurobiologique, tu dirais que le réflexe de paralysie par la peur, si on voit par le prisme théorie polyvagale, ce serait plutôt un état dorsal? Alors, c'est compliqué de l'exprimer comme ça parce que, enfin, évidemment, ça va donner ça au final. Mais le problème, c'est que ça ne vient pas d'un événement, tu vois. Donc, ça vient vraiment du réflexe qui n'est pas intégré, donc qui provoque cette hypersensibilité. En gros, il y a les deux, si tu veux. Après, si un événement vient s'inscrire ou vient rajouter une couche, évidemment, on doit travailler sur le système vagal, ce qu'on va faire également. Effectivement, on serait plutôt dorsal. Mais le problème de base, c'est vraiment l'intégration, la non-intégration du réflexe. C'est vraiment une grille de lecture supplémentaire. Parce qu'au niveau de la théorie polyvagale, chose que j'utilise depuis 10-15 ans facile. On en parlait déjà très très fort aux États-Unis quand j'ai fait mes formations aux États-Unis, il y a presque 20 ans maintenant. Et donc, et Stéphane Porges qui était venu notamment donner des cours quand j'y étais aux États-Unis. Donc, c'est vraiment l'aspect de trauma, c'est-à-dire le corps réagit à un danger et parfois n'a pas la capacité de digérer cette situation, elle reste active et le système ne se remet pas à zéro. Mais le réflexe est même antérieur à ça. C'est que le réflexe, il est vraiment construit pour développer des capacités d'apprentissage
ou d'adaptation à un environnement, hein, de résilience, et pour permettre de digérer certaines choses. Mais comme il n'a pas été intégré correctement dès le départ, eh bien, forcément, on va dire ce système vagal va fonctionner de façon beaucoup plus active. Et donc, il faut aussi faire cette couche-là. Si on ne la fait pas, ça revient. En gros, parce qu'on reste très sensible, du coup, ça reviendra. Moins de trauma, on va rebasculer dans un système qui va de nouveau avoir du mal à se digérer. Et c'est vraiment l'intégration du réflexe. Et ça, c'est vraiment des mouvements tout à fait spécifiques à faire. Qui vont au-delà de poser la main sur l'épaule ou d'être dans le regard. C'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus mécaniques, vraiment, vraiment mécaniques à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on les fait, l'enfant ou l'adulte le sent tout de suite. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc, nous, on a régulièrement ici au cabinet, enfin à Strasbourg, un collègue qui s'est formé, qui donne la formation, Axel Carry. Donc régulièrement, moi j'envoie les enfants qui viennent pour des traumas, j'envoie faire le check-up et très régulièrement, les parents disent mais c'est incroyable, ils s'endorment presque dans les bras alors qu'ils sont tout le temps hyperactifs. Et quand ils reviennent ici au cabinet, je continue à travailler sur les aspects plus émotionnels ou l'inverse. Donc on le fait vraiment de façon concomitante, hein, on peut vraiment travailler les deux en même temps parce que le réflexe, lui, va nécessiter de toute façon une répétition de cet exercice pendant quelques minutes, pendant 4 à 6 semaines et parfois plus. Donc ça n'empêche pas le travail de fond plus psy, mais en même temps, ça vient soulager le travail du psy parce que ça facilite le travail. Moi, les enfants TDAH que j'ai ici, régulièrement s'endorment dans le divan parce qu'on travaille avec les poings, on fait des choses, mais le fait d'avoir travaillé sur le réflexe archaïque, parfois on les voit vraiment s'endormir. Les parents sont toujours très étonnés de voir les résultats. Donc d'ailleurs, c'est aussi pour ça que on en a beaucoup parce que de bouche à oreille, donc on a forcément beaucoup de personnes qui viennent avec leurs enfants. Voilà, d'accord. À partir de quel âge peut-on tester les enfants? Ben, c'est très jeune en réalité, hein, parce que, bon, déjà, dès que tu nais, on te teste déjà pour certains réflexes. Maintenant, certains réflexes n'apparaissent qu'après un temps X. Donc, il y a des réflexes qui ne sont pas apparus avant 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc, forcément, tester ce réflexe-là avant que le réflexe est censé apparaître, ça n'a aucun sens. Mais ça, à nouveau, on apprend ça. Il y a vraiment une chronologie tout à fait particulière. Donc, au plus jeune sera l'enfant, ben, au plus il y aura des réflexes spécifiques à vérifier. Et si ça s'intègre correctement, ben, ça va faciliter la suite. Ce qu'on sait aussi, en termes de théorie, c'est que normalement, quand un réflexe se bloque, tous ceux qui le suivent chronologiquement ne s'intégreront pas totalement ou correctement non plus. Donc ça peut avoir un impact aussi. C'est qu'effectivement, si quelque chose se passe, ben, les réflexes suivants peuvent avoir des difficultés à être intégrés. On pourrait retrouver aussi, par exemple, des enfants qui ont du mal à se coucher sur le dos, à faire des cumulés arrière, etc. Parce que ça, c'est vraiment aussi un des réflexes qui provoque du stress. Hein. C'est un peu le Moro, par exemple, aussi. Même chose. Donc, pour les mêmes raisons, hein, si c'est tombé en arrière. Donc, voilà. Donc, ça peut vraiment impacter toute une série de courants. Je me rappelle, il y a longtemps maintenant, il y a 13 ans d'ici, je donnais une formation continue à l'école Saint-Martin à Assès. Et donc, on avait un peu expliqué différentes techniques, le tapping, etc. Mais j'ai aussi parlé des réflexes. Et un des professeurs de gymnastique et d'éducation physique qui était là, tout d'un coup a tilté, a dit « Ah, mais j'ai un élève il est incapable de se mettre sur le dos. On s'engueule chaque fois parce que je dis « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il entre vraiment en panique. Il est vraiment dans un état de panique. Rien que l'idée de se mettre sur le dos ou devoir faire une roulade arrière, un cumulé arrière, c'est juste impossible. Donc, je dis ben, « Ça, c'est vraiment un réflexe. » Donc, j'ai référé vers des gens qui travaillent là-dessus et cet enfant a pu être libéré de ça parce que c'est évidemment très handicapant. En plus, on se moquait de lui. Imaginez, il est le seul pas oser se mettre sur le dos. Évidemment, dans la classe, on se moquait forcément de ça en disant enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi, d'accord? Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez impactant tout ça. Alors, il y aura certainement des nouvelles dates. Je ne sais pas quand. On va pas organiser ça 10 fois par an, ça c'est sûr. Donc, ça sera peut-être 1 fois par an, peut-être 2 fois par an maximum. Normalement, les dates seront mises dans l'agenda de IPRA dès que, voilà, je ne sais pas quand, mais elles le seront. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment déjà envoyer un mail à info@ipra.com en signalant que vous êtes intéressé par la prochaine session niveau 1, niveau 2 et donnez votre nom, votre mail, voilà, et comme ça on vous tiendra au courant parce qu'on tient ça dans une base de données et quand on organise les dates, ben, on vous recontacte à ce moment-là, comme ça vous le saurez, ou alors passez sur le site IPRA. Pensez à réfléchir vos pages aussi parce que si vous ne faites pas F5 ou refresh, parfois vous restez avec les mémoires caches et du coup vous avez l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles dates, mais il peut y en avoir, c'est déjà arrivé.
Euh, voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive tout doucement à la fin de notre petite intervention. Donc, est-ce que tout le monde va bien? J'imagine que oui, mais on ne sait jamais. Donc, ça va? Non? Plus de questions? Donc, oui, Sophie? Vas-y. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Écris dans le chat éventuellement. Ou alors tu vas ouvrir ton micro. Attends, voilà. Je te demande de réactiver le son. On t'entend pas, Sophie. Donc, écris dans le chat. Le chat, c'est conversation. Normalement, tu as une sorte de petite bulle quelque part. Discuter, pardon, discuter. Et tu sais écrire directement. Alors, quel serait le livre à lire par commencer? Euh, Je ne sais pas très bien ce qu'il existe comme livre sur le sujet. Enfin, si, pardon, c'est pas tout à fait vrai. Il existe des livres. Vous pouvez aller sur le site réflexeaupluriel.org, par exemple. C'est de Paul Landon. Donc ça, c'est ben voilà, le grand livre des réflexes, parfait. Donc, en plus, c'est un que j'ai acheté. Voilà. Mais donc, vous pouvez effectivement aller sur le site de Paul Landon. Il y a des références. Il En est pas sachant... mal. C'est un peu lourd à lire quand même, mais Oui, c'est pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est que pas lire léger. lire le livre ne va pas vous suffire à faire les exercices. Hein. Non. Il faut vraiment faire la formation parce que il y a des choses que vous allez devoir apprendre à ressentir et à observer. Et dans le livre, voilà, même si vous êtes autodidacte, je ne vous le conseille pas, ça n'ira pas, quoi. Belle soirée à toi aussi, Thérèse. Alors, Sophie. Oui, oui, Sophie, elle a disparu. Voilà, ben voilà un autre prêt à apprendre avec les réflexes. Merci, Anne. Euh, Où est-ce qu'elle est passée, Sophie? Je ne la vois plus. Ah, si, elle est là, Sophie. Attends, ça va, tu nous écris. Ah, voilà, alors attends. S'il y a des conseils aux parents de bébé, par exemple, si le bébé ne marche pas à quatre pattes, ben oui, bien sûr. Donc, là, clairement, c'est là qu'il faut aller voir quelqu'un pour faire un testing général. Si un bébé ne marche pas à quatre pattes, bien sûr, hein, c'est classique, c'est un des classiques, ou va trop vite. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai marché très vite, je n'ai pas fait assez de quatre pattes. Donc, ça m'a provoqué des nausées quand j'étais en voiture. Voilà, j'étais pas bien ou mal de mer au début, par exemple, etc. Tu vas aussi d'avoir un rendez-vous de testing à distance, c'est ça? Alors, à distance, non. Donc, il faut vraiment le faire en présentiel. À distance, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment sentir les choses, il faut faire à la personne. Donc, si vous êtes du côté de Nantes, allez sur le site de Paul Landon, donc réflexeaupluriel.org. Il y a une liste de praticiens certifiés et normalement, là, vous pourrez trouver des praticiens ou voilà, ou venir à la formation. Je sais qu'Axel va faire aussi des sessions qui sont prévues. En tout cas, il est prévu un temps de consultation pour ceux qui veulent. Il faut juste prévenir à nouveau le secrétariat de IPRA que ça vous intéresse. Comme ça, on s'est bloqué des créneaux. Et même chose pour la Suisse. J'ai pas d'idée. Donc, en gros, il y a des écoles, donc il y a quelques formateurs. Il n'y a pas beaucoup de formateurs. Donc là, il faut vraiment checker sur la Suisse. Je sais que l'école de Paul, il est plus vers le nord. Hein, il est plus du côté, il est entre la Normandie et le nord. Enfin, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Et à Caen. Il est à Caen, voilà, dans ce coin-là. Donc, il y a pas mal de gens formés, évidemment, dans cette région-là. De l'autre côté, je ne sais pas. Suisse, c'est pas très loin de l'Alsace. Hein, donc, nous, on est à Strasbourg. Donc, vous pouvez venir chez nous. On est à côté. Voilà, il faut regarder sur le site. Hein, ça, je ne connais pas par cœur, évidemment. Alors, les patients, il faut faire en présentiel. Alors oui, c'est clair que la première fois, il faut faire en présentiel. Voilà, on peut expliquer des exercices à faire. Ça, vous pourrez le faire. Donc moi, par exemple, quand je travaille à distanciel, si je repère des réflexes par déjà les questions que je vous ai nommées tout à l'heure, eh bien, je peux inviter la personne à faire certains exercices. Mais je conseille néanmoins d'aller faire toujours un testing général chez une personne certifiée. Pourquoi? Simplement parce que parfois, il peut y avoir d'autres réflexes qui n'ont pas été repérés, qui pourraient venir empêcher ou rendre plus difficile, plus longue l'intégration du réflexe que je vais déjà donner. Donc évidemment, ça va déjà donner un soulagement, mais parfois, ce n'est pas la bonne pièce du puzzle. Donc le testing, pour moi, il est vraiment très important. Donc c'est utile. On a déjà testé à distance, mais c'est compliqué parce que d'abord, les personnes, il faut qu'ils soient deux, et puis il faut qu'on voit ce qui se passe, et parfois, c'est pas possible, quoi. Donc, il vaut mieux faire du présentiel. Malheureusement. Une fois que c'est fait,
c'est pas gênant parce qu'après, il n'y a pas de souci, évidemment. Une fois qu'on a testé, ben, après les exercices, on peut le faire en distanciel, ça, c'est pas du tout un souci. Mais il faut au moins une fois en présentiel, la toute première fois, c'est plus prudent. Alors, le testing va se faire sur un certain nombre de réflexes, mais qui vont permettre de vérifier le reste. En gros, comme c'est chronologique, c'est d'abord les principaux qu'on teste et on voit comment la personne réagit. En fonction de ça, ben, on sait si c'est intégré ou pas. Si ce n'est pas intégré, ben, on travaille d'abord ceux qui ne sont pas intégrés. On ne doit pas se taper les 80 réflexes ou les quelques dizaines, ce n'est pas utile. Donc, voilà. Un enfant né par césarienne, il aura forcément Alors là, des réflexes non intégrés. Alors là, pour moi, c'est une évidence. Hein. Tout ce qui touche aux césariennes, c'est impossible que ça soit intégré parce qu'il y en a un qui fait que j'étire un côté, j'allonge l'autre côté. Hein. C'est un réflexe qui permet de faciliter la sortie, évidemment, la naissance. Ben, par césarienne, il n'est pas stimulé du tout. On va retrouver ça par un enfant, par exemple, qui bouge tout le temps, qui est tout le temps en train de s'asseoir dans des positions un peu bizarroïdes, qui a des tensions, que sa jambe est tout le temps en train de trembler. Ça, c'est une des façons de le repérer, mais ça, c'est clair. Donc, ça, c'est évident. Voilà. Donc, et du coup, ça peut donner aussi des problèmes d'attention, etc. Et à nouveau, confusion avec TDAH. Hein. Donc, c'est important, ça. Oui, bien sûr. Césarienne, c'est quasi sûr et certain. Donc, je ne pense pas qu'il existe de statistiques, mais moi, en tout cas, tous les enfants que j'ai eus qui sont nés en césarienne, ils avaient ce problème-là. Donc, tous. Il n'y en a pas un qui ne l'avait pas. Enfant prématuré, même chose, même problème. Je rappelle qu'il y a des réflexes qui sont intégrés pendant la gestation. S'ils ne le sont pas, ben forcément, ça provoquera des difficultés d'apprentissage. Voilà. Donc, il faut les intégrer. Attendez, je regarde parce qu'à un moment, il y a Yves, 22 j'ai trouvé le micro. Tu m'entends? Oui. J'ai une question par rapport à ma fille qui suce son pouce à l'âge de 11 ans. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Ça, c'est le réflexe de succion ou d'avalement, clairement. Alors, il peut y avoir d'autres réflexes, hein, mais ça, c'est le réflexe de succion ou d'avalement. Donc, oui, bien sûr. Avaler tout rond, mâcher très longtemps, avoir des difficultés à avaler, énurésie, encoprésie, ça fait partie notamment des symptômes qui permettent de repérer ça. Mais tout le temps, un truc en bouche, mâchouiller, ça, c'est réflexe de succion et d'avalement, mais il peut y avoir d'autres réflexes aussi. Hein. Donc, oui, voilà. OK? OK. Bien, mesdames. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, j'espère qu'on se verra à la formation. C'est vraiment intéressant à vivre. Et pour ceux qui sont à distance, une prochaine session. Voilà. Et vous pouvez aller sur le site de Paul Landon. Hein, Axel Carry qui donne le cours est certifié, il fait partie des personnes certifiées. Donc, il va vous présenter cette initiation et un module un peu plus poussé sur le trauma, parce que je lui ai demandé de le faire, justement pour nous aider, en tout cas ceux qui sont thérapeutes et qui travaillent sur le trauma. Belle soirée à vous toutes, amusez-vous bien et à tout bientôt, j'espère. Bisous. Ciao, ciao, au revoir. Au revoir.